Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 septembre 2024. C'est le nouveau mois qui commence. C'est un mois jamais facile, historiquement parlant, vous le savez. Le mois de septembre, c'est pas les vacances. Alors c'est vrai que récemment, ces 10 dernières années, on a eu quand même des mois de septembre plutôt sympas. Et puis le mois de septembre laisse augurer le mois d'octobre derrière. C'est assez logique, comme il y aura le mois de novembre ensuite. Mais c'est vrai que généralement, septembre-octobre, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et en plus, on aborde cette situation de début septembre dans une position assez facile, peut-être trop facile, puisqu'aujourd'hui, on voit que les chiffres sont bons, l'inflation est sous contrôle, la croissance américaine fonctionne toujours. C'est pas tout à fait le cas en Europe, mais en tous les cas aux États-Unis, pour l'instant, on a l'impression que la machine fonctionne toujours. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Néanmoins, cette semaine, même si aujourd'hui c'est fermé aux États-Unis, cette semaine sera placée sous le signe de l'emploi. Et alors ça tombe bien puisque ce lundi c'est donc Labor Day, la fête du travail aux États-Unis. Alors pour fêter ça, eh bien on va entamer une semaine avec plein de chiffres économiques qui ont la possibilité de nous secouer un tout petit peu, même si a priori on sait qu'aujourd'hui les taux vont baisser le 12 septembre en Europe et puis le 19 septembre aux États-Unis. Et les chiffres qui vont sortir cette semaine ont le pouvoir de nous montrer d'abord si croissance économique il y a, rien n'est moins sûr de ce côté-là quand même, et puis savoir si la croissance de l'emploi peut repartir. Je vous rappelle que le mois dernier, on avait eu des chiffres absolument immondes au niveau de l'emploi, des non-farm payrolls, chiffres qui vont être recalculés, qui vont être reconfirmés ou infirmés ou modifiés, plutôt modifiés, ça c'est la spécialité du Bureau of Labor Statistics, le BLS, celui qui publie ce genre de chiffres. Donc ils vont nous modifier les chiffres du mois dernier, dans quel sens on n'en sait rien. Et puis on aura bien sûr les chiffres du mois d'août qui sont attendus pour l'instant à 164 000, en tous les cas pour les non-farm payrolls. Et bien entre deux, on aura également plein d'autres chiffres qui ont la capacité, la possibilité, le pouvoir de nous faire potentiellement nous poser des questions, les bonnes ou les moins bonnes, on n'en sait rien, mais en tous les cas, on commence cette semaine tranquillement puisque les Américains sont fermés, donc comme d'habitude, quand les Américains sont fermés, les volumes sont en chute libre, bien sûr. Nous, en Europe, on aime bien se dire qu'on peut faire sans eux, mais en fait, on peut pas. Alors oui, on peut travailler, on peut ouvrir les marchés, mais les volumes se cassent la figure puisqu'il n'y a pas les volumes américains qui arrivent et qui motivent les marchés. Donc, un début de semaine en pente douce pour l'instant, qui sera suivi ensuite par une avalanche de chiffres macroéconomiques. Donc on va commencer demain avec l'ISM Manufacturing PMI. Alors celui-ci, généralement, on s'en préoccupe pas trop, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a quelques fois, ces derniers mois, il nous a quand même montré des signes de faiblesse et c'est un indicateur économique presque aussi important que les chiffres du PIB peuvent l'être. Alors même si on a vu que le PIB était très bon la semaine dernière, eh bien c'est un chiffre qu'il faut regarder avec attention. Et puis mercredi, on attaquera concrètement avec le marché de l'emploi. Alors ces chiffres, vous le savez, c'est le nombre d'offres d'emploi qui existent sur le marché, ce qui nous permet de mesurer un petit peu l'intérêt que les employeurs ont d'engager de nouveaux personnels, mais surtout quel type de jobs sont recherchés également. Parce qu'effectivement, vous savez très bien que si on cherche que des banquiers d'affaires à Wall Street ou bien que des gens pour travailler dans les hôtels ou à mi-temps, eh bien forcément, ça a des conséquences un petit peu différentes sur l'économique. Bien évidemment, je schématise, bien sûr, je fais le grand écart par rapport à certains revenus, mais c'est quelque chose qui est très regardé. On sait que c'est un chiffre qui était fort apprécié par Madame Yellen quand elle était patronne de la Fed à l'époque. Donc c'est un chiffre qui est important pour la Fed et qui va leur permettre déjà d'avoir une petite idée de ce qu'ils vont faire au niveau des taux, puisque je vous rappelle que le challenge aujourd'hui, c'est de savoir si on va baisser les taux de 0,25 ou de 0,5. Et puis jeudi, on va attaquer bien sûr les jobless claims comme tous les jeudis, chiffre hebdomadaire qui veut dire ou ne pas dire grand-chose selon comment on l'interprète, mais il y aura également les chiffres ADP de l'emploi. Alors ceux-ci aussi, d'habitude, on les regarde très peu, mais c'est toujours un bon indicateur par rapport aux NFP qui sortiront vendredi. Et cet indicateur est très important parce que finalement, on se dit, si ça merdouille au niveau des chiffres ADP de l'emploi, ça veut dire que ça pourrait aussi merdouiller au niveau des NFP. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que 2 ou 3 fois cette année également, ce chiffre-là a été complètement raté par les économistes, mal vu, et finalement, l'écart entre les attentes et la réalité était relativement énorme et ça nous a posé quelques problèmes de volatilité. Alors aujourd'hui,
quand on voit que finalement la vol est de nouveau au fond du bac, que le greed and fear est au plus haut, de nouveau on est hyper bullish, hyper greedy sur la suite des marchés. Et je vous l'ai déjà dit dans le Morning Bull et dans le Swiss Bliss, le FOMO est de retour. Les gens ont peur de rater la prochaine leg du bull market. On le voit encore d'ailleurs ce week-end, si vous lisez un petit peu la presse du week-end, vous verrez qu'il y a plein d'articles qui disent oui, mais quand est-ce que le S&P 500 pourrait vraiment aller à 6000 points? Donc on voit que la bullish attitude est toujours là. Et quand on est hyper bullish et hyper confiant, c'est aussi là que le risque est toujours un petit peu plus grand d'avoir quelques déceptions. On se souvient du graphique du S&P 500 qui a quand même la tronche toujours d'un double top. Et tant qu'il ne casse pas franchement à la hausse, eh bien, il y a encore des raisons d'avoir un tout petit peu peur à très court terme. Donc, méfiance quand même sur les chiffres de l'ADP. Et puis, bien sûr, eh bien, les NFP de vendredi qui seront toujours une question d'interprétation, mais comme je vous l'ai dit en ouverture, eh bien, tout simplement, il faudra voir si les chiffres sont dans les attentes, s'ils ne sont pas, de combien, et puis quelles sont les corrections du mois dernier. Mais effectivement, quand on regarde certaines données qui ont été publiées tout récemment par le BLS, justement, eh bien, on se rend compte quand même que le marché de l'emploi ne va pas très très fort. Le BLS a d'ailleurs cité ce week-end que 90% des villes américaines ont vu leur taux de chômage augmenter d'une année sur l'autre en juillet, que les taux de chômage ont augmenté dans 350 des 389 zones métropolitaines le mois dernier, sans compter que dans 8 grandes zones métropolitaines comptant au moins 1 million d'habitants, moins de personnes occuperont un emploi en juillet 2024 qu'en juillet 2019. Et puis, toujours selon les autorités américaines, les salaires hebdomadaires moyens ont baissé dans 43% des 389 zones métropolitaines. On peut donc dire que ça ne peut que bien se passer. Donc j'ironise bien sûr parce que c'est vrai qu'avec des chiffres pareils, eh bien on se demande vraiment qu'est-ce qu'on peut nous sortir comme chiffre positif pour l'emploi. Et ce chiffre positif pour l'emploi est aussi un indicateur au niveau d'une éventuelle récession. Aujourd'hui, on sait que la plupart des experts ont botté en touche sur une possible récession à venir. Alors ça, on aura la réponse bientôt, mais c'est vrai que si les emplois diminuent, si le chômage augmente, si les salaires baissent, la consommation va ralentir, et si la consommation ralentit, forcément à terme, il y aura d'autres problèmes. Alors il est vrai que la Fed aujourd'hui a encore le pouvoir peut-être de sauver les meubles en baissant les taux d'intérêt rapidement. Et donc le challenge de ces prochains jours, ensuite de ces prochains mois, sera de savoir dans un premier temps combien va-t-il baisser les taux le 19 septembre et puis combien va-t-il baisser les taux au total d'ici la fin de l'année. Parce qu'encore une fois, la situation dans laquelle nous sommes, c'est le paquebot qui rentre dans un port et l'inertie est énorme. Donc si c'est en train de ralentir, ça peut encore ralentir très longtemps avant que l'effet baisse des taux se fasse ressentir pour redynamiser l'économie. Donc voilà, aujourd'hui c'est la grande question de la semaine. On commence par la fête du travail aux États-Unis et puis on va passer notre semaine à se poser des questions à mort, à fond, en détail sur l'emploi américain. Du côté asiatique, ce week-end, nous avons eu les chiffres du PMI chinois qui sont sortis à 49,1 contre 49,4 attendus. 49,4 qui était le niveau des chiffres du mois dernier, au mois de juillet. Et donc, du coup, eh bien, on voit que la Chine a de la peine à repartir. Cependant, pour faire le pendant à tout ça, on a eu une espèce de sondage privé qui dit que visiblement les usines, les entreprises, les manufactures sont en train de redémarrer un petit peu partout en Asie, également en Chine. Donc on sent qu'il y a comme un vent de recovery qui est en train de se dessiner. Alors ce matin, les sondages théoriques pour l'instant ne fonctionnent pas beaucoup puisque la plupart des marchés asiatiques sont dans le rouge à cause des chiffres du PMI chinois qui voient qu'on continue à n'aller pas bien. On a aussi entendu beaucoup de commentaires négatifs sur le marché immobilier chinois qui ne va pas bien non plus. Donc pour l'instant, on est toujours un peu en position d'attente sur le côté de la Chine. Et c'était des chiffres qui n'étaient pas forcément rassurants. Le pétrole est à 73,02 ce matin. Comme on en a parlé ce week-end dans le Swiss Bliss, eh bien pour l'instant, le pétrole ne monte pas parce que l'économie ne va pas assez bien. Et le pétrole ne baisse pas parce que finalement, il y a trop de tensions au Moyen-Orient. Alors pour l'instant, on est dans un range 73-76 sur le baril, sur le WTI. Et pour l'instant, on attend de voir dans quelle direction ça va. Alors évidemment que les tensions au Moyen-Orient restent un gros problème, mais pour l'instant, on a l'air de s'en accommoder et ça compense un petit peu avec les pressions économiques. Donc pour l'instant, pas grand-chose sur le baril ni sur l'or et le Bitcoin continue de baisser encore un petit peu ce matin. Dans les nouvelles du jour, eh bien, on peut parler de la consultation à la recherche du Premier ministre sauvage en France puisque l'empereur Macron Ier va recevoir plusieurs personnes ces prochains jours afin d'avoir un nom de Premier ministre d'ici mercredi, nom qui a priori de toute façon ne plaira pas à la gauche, donc devrait être destitué, donc on devrait continuer un petit peu dans ce même
merdier, on peut dire. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller, même si aujourd'hui, on a l'impression que le CAC 40 se fout éperdument de ce que font les politiciens français, puisque de toute façon, ni l'un ni l'autre, à droite, à gauche, au milieu, au centre, dans les bords, en dessus ou en dessous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. De toute manière, on a l'impression que tout le monde s'est résigné sur le fait que de toute façon, qui que ce soit, il sera nul, et que finalement, le gouvernement va continuer à naviguer plus ou moins comme il peut, sans faire grand-chose de neuf. C'est un petit peu le sentiment que ça donne. En tout cas, la bourse, pour l'instant, ne s'en préoccupe pas trop, puisque le CAC 40 vient de vivre son meilleur mois depuis le mois de mars. La marque de voiture BYD a annoncé des ventes nettement au-dessus des attentes. C'est son record de ventes sur le mois d'août. C'était une excellente nouvelle, surtout quand on regarde que finalement le reste des ventes en Chine au niveau des voitures électriques était en chute libre, ne va pas bien du tout. Donc BYD s'en sort beaucoup mieux que les autres. BYD est donc la seule marque de voiture à annoncer des bonnes nouvelles en ce moment. Autrement, toujours au niveau politique, eh bien, on a vu que ce week-end, dans un des Länder en Allemagne, eh bien, il y a l'extrême droite qui a remporté une élection et qui a failli remporter une autre élection dans un autre Länder. C'est la première fois qu'un parti d'extrême droite gagne une élection aussi importante depuis 1945. Je suis pas sûr que ce soit fondamentalement une bonne nouvelle du point de vue historique, mais en tout cas, c'est un fait. Un fait surtout que de plus en plus, en Allemagne, ils en ont tous ras-le-bol de la politique du remplaçant de Mme Merkel. Warren Buffett continue de liquider ses positions en Bank of America. Il a réduit la position de Berkshire Hathaway à 15% de Bank of America. Il n'arrête pas de vendre récemment. Donc on peut se poser des questions aussi sur l'avenir de Bank of America. Ces nouvelles ne font jamais plaisir, bien sûr. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est mais que va-t-il faire de ces montagnes de cash qu'il a sur son compte? Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui l'intéresse pour être acheté. Ce qui n'est pas toujours forcément rassurant, parce qu'on sait souvent quand même que dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément rassurant, parce qu'on sait quand même que dans l'histoire, M. Warren Buffett a toujours eu le nez pour vendre un petit peu avant les autres quand même. Et puis je terminerai avec, on va dire, le buzz, pas le buzz, mais il y a 2-3 histoires qui circulent au niveau de Nvidia, et pas mal de gens qui commencent à s'intéresser sur la structure comptable de Nvidia, la manière dont il fonctionne. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur Nvidia, c'est que il y a 3 ou 4 gros clients qui représentent une grosse majorité de ses revenus, de son chiffre d'affaires. On ne donne pas les noms, Nvidia ne donne pas les noms de ses clients, bien sûr, pour des questions de concurrence, mais on peut largement supposer que ça doit être du Microsoft, Apple, Meta Platform ou Amazon, des trucs comme ça. C'est probablement de ce côté-là que ça vient. Et par contre, à côté de ça, ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait pas mal de sociétés qui étaient des gros clients de Nvidia, qui achetaient des semi-conducteurs de Nvidia, mais qu'en même temps, Nvidia était actionnaire de ces sociétés et qu'ils investissaient dans ces sociétés. Donc en fait, il y a comme un sentiment comme quoi il y a un espèce de système qui se met en place où Nvidia encaisse des ronds, mais il réinvestit une partie des bénéfices dans ces boîtes-là pour qu'ils continuent à acheter toujours et encore des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il y a une catastrophe qui est en train de se profiler, mais pas mal de gens sont en train de s'interroger quand même sur la qualité des résultats et la qualité de la typologie de clientèle sur Nvidia. C'est quelque chose qu'il faut surveiller d'un œil parce que si ça venait à faire un petit peu trop de bruit, ce week-end, je suis tombé sur pas mal de reportages sur Twitter ou dans le Wall Street Journal ou sur YouTube à ce sujet-là. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot, mais il faudra quand même faire attention à ce qui se passe à ce niveau-là sur Nvidia. Pour le reste, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est fermé aux États-Unis. Donc au niveau des chiffres macro, eh bien, nous aurons les manufacturing PMI en France, en Allemagne, en Espagne, en Europe. On aura aussi des ventes de détail en Allemagne. Mais pour le reste, ça devrait être plutôt calme. Les futurs sont en baisse de 0,17%, ce qui ne veut strictement rien dire, puisque de toute façon, la plupart des traders sont en train de faire le barbecue à la maison pour aujourd'hui. Et on se reconcentrera sérieusement sur les marchés boursiers dès demain matin. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Encore une fois, je voulais faire très court et puis finalement, je me rends compte que j'ai fait trop long. Néanmoins, nous sommes le 2 septembre. C'est parti pour la vraie rentrée scolaire. Le mois de septembre a démarré et puis maintenant, il n'y a plus qu'à serrer les fesses jusqu'à la fin du mois d'octobre pourvu que ça tienne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo et nous on se revoit comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.